donc, via l'application qu'on appelle Facebook Connect, permet donc de croiser les datas. Donc, ici, en fait, Intel a produit le programme et les ressources sont celles de Facebook. Mais je pense que vous avez tous l'habitude de ce genre de choses. C'est juste que c'est très impressionnant de voir finalement tout ce journal en 3D en fait. Et qu'on peut, sur la problématique narcissique, on pourra revenir tout à l'heure. Je pense que ça dépasse le cadre narcissique. Bon, alors, je vais venir à mon sujet qui sont Tracks and Profile. Vous voyez qu'on a commencé vraiment à l'aborder dans les interventions précédentes, c'est-à-dire tracking et profiling, qui sont les grandes tendances du marketing 2012. Quand je parle de marketing 2012, il s'agit de marketing online. Donc, tracks and tags, hein, c'est-à-dire qu'on est à un point où ces deux dimensions du marketing, c'est-à-dire qu'on traque depuis assez longtemps, on tag depuis moins longtemps, et maintenant on a quelque chose qui est la fusion finalement de ce que nous permet le traçage, l'observation et les tagages sémantiques. Si on ajoute à ça des softwares, des SaaS comme Google Maps ou Google Street, ou ce qui est l'ordre de ce qu'on appelle le scan des réseaux sociaux, hein, on a de plus en plus de programmes qui sont réellement, qui font du monitoring des conversations, qui vont piquer des petits bouts d'échanges pour pouvoir relancer ça. Tout ce qui est lecture labiale en train de se développer terriblement. Par exemple, dans YouTube, il y a déjà 2 ans, a acheté une entreprise qui fait de la détection faciale et de la détection labiale pour que dans les films qui ne sont pas tagués, le tagage se fasse automatiquement. Tout ce qui relève de l'analyse des requêtes et l'analyse sémantique des conversations. L'analyse des requêtes, je pense à ce qui s'est passé cette année pour Google avec Panda, hein, qui a intégré donc les signaux sociaux à l'intérieur de ses algorithmes pour des recherches sémantiques beaucoup plus pertinentes. Et puis bien entendu, je ne vais pas développer là-dessus parce qu'on aurait des heures à passer sur toutes les potentialités qui sont offertes par les technologies RFID, le signal RFID, et qui nous permet notamment d'arriver à ce qu'on appelle les choses de l'Internet, c'est-à-dire des choses dotées du pouvoir de communication. Si on rajoute le tracks and tags, donc cet étiquetage et ce traçage à tout ce qu'on connaît déjà du web profiling, qui en soi est aujourd'hui une discipline, que ça soit les statistiques qu'on obtient des visites sur les serveurs au travers des sites web ou des sites mobiles, sont de plus en plus pointus. Si on ajoute à ça les éléments biométriques, je finirai justement par un site sur la mono-identité, on en parlera à la fin, la reconnaissance du visage, tous les systèmes d'identification personnelle qui sont beaucoup plus aboutis, tout ce qui est en plus accès au profil des réseaux sociaux, comme vous l'avez vu par Intel. On arrive petit à petit à ce qu'on appelle des diagnostics psychologiques que les marketeurs se font fort d'utiliser. C'est quand même ça leur fonds de commerce, et c'est quand même ça, c'est-à-dire que la recherche d'un retour sur investissement aujourd'hui est une priorité chez les marketeurs, et toutes les stats en fait sont bonnes à utiliser. Alors on appelle ça la phase d'optimisation. En fait, les marketeurs considèrent que d'un côté vous avez le contenu, les contenus des utilisateurs, que vous avez les data, et que le must, la cerise sur le gâteau, c'est l'optimisation, ce que nous on appelle analytics, et c'est-à-dire la possibilité de croiser à des niveaux de profondeur jamais atteints l'ensemble de ces données. Hein. Ça part de quelque chose de très basique, hein, qu'on a toujours fait, avec cette évolution des années 80 et aujourd'hui donc tout le tags and tracks.
Alors, c'est vendu, enfin, je vais le dire peut-être autrement, quel est l'objectif finalement de ces marketeurs, à part le retour sur investissement, c'est-à-dire quel est leur objectif créatif, on va le dire comme ça, arriver à des expériences totalement personnalisées. Je ne parle pas du marketing one-to-one qui existe depuis les années 80, après tout ce qui est théorie de Pepper, mais je parle vraiment c'est plus une customisation, c'est un dialogue personnel, c'est-à-dire la simulation d'un dialogue qui est quasiment réel, hein. C'est l'objectif de ça, cette course. Donc on appelle ça le match marketing. L'idée, c'est que finalement, dans les années 80-90, le marketing, c'était un marketing de troupeau. On avait des grandes masses et qu'aujourd'hui, on va à la pêche aux poissons de façon individuelle et que les technologies nous permettent de le faire avec beaucoup plus de précision qu'avant. Alors, ces contacts, ils se font partout. Ce match marketing se décline en 7 parties. Je vais en prendre juste 3 en exemple, mais vous pouvez aller plus loin dans l'examen de ça. Vous avez le contact in situ, c'est-à-dire vous êtes déjà repéré comme étant un fan de Coca Zéro. Vous êtes automatiquement, le produit est poussé vers vous automatiquement. Vous avez le contact in motion. Là, ce que vous avez, c'est un magasin virtuel de Tokyo de produits alimentaires. Rien n'est réel et donc ça permet de faire ses courses pendant le trajet boulot-maison. Et puis vous avez le contact in action, c'est-à-dire de plus en plus de produits intelligents. Là, vous avez un caddie intelligent et vous avez de la publicité qui petit à petit s'insère au fur et à mesure que vous vous déplacez. Alors vous avez d'autres déclinaisons du match marketing, je ne vais pas en parler, ce serait trop long. Par contre, vous voyez bien toutes ces questions qui ont déjà été soulevées. On parle de Big Brother, on parle maintenant beaucoup en marketing de Godfather. C'est assez, c'est-à-dire le parrain, en fait, l'idée d'un web, de quelque chose qui est plus tout à fait du Big Brother, parce que dans le Godfather, il y a quand même la notion de famille. On parle bon, et donc de slide. On parle de privacy, donc quel est l'espace, hein, quel est l'espace au-delà duquel ça devient insupportable aussi pour l'utilisateur d'être complètement dans la systématique de l'intrusion. On a toujours considéré en marketing que l'intrusion faisait du mauvais résultat. Donc on essaye à la fois d'être extrêmement personnalisé tout en interpellant et en même temps on est complètement dans l'espace de l'utilisateur. Alors ça provoque des réactions bien sûr, je vais terminer par là. Une demande de transparence des citoyens et des consommateurs avec le projet Open Data, hein, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est accessible en ligne depuis pas très longtemps, depuis quelques mois. Vous avez une montée en puissance de nouvelles formes de contestation. C'est peut-être ce à quoi vous faisiez référence, Louise, tout à l'heure. Donc, on qualifie d'activisme 2.0. Et puis, l'émergence de micro-réseaux communautaires par cooptation. Donc, je me fais coopter et je suis dans un cadre qui me protège. Donc, c'est on va dire, des 3 grandes réactions qu'on voit par rapport à ce monde qui se dessine. Je voudrais donner 2 exemples qui m'ont interpellée pendant que je travaillais, notamment ce site Hybe. En fait, comme vous pouvez voir, The Social Network Where You Can Be Yourself. Donc, Hybe a une particularité, c'est que dès l'entrée, vous avez 4 profils qui vous sont proposés. Un pour le boulot, un pour les amis. C'est un peu dans la logique des cercles de Google, et c'est beaucoup plus marqué au niveau de l'entrée dans la communauté Hybe. Donc ils ont totalement tenu compte du travail qui a été fait sur la séparation des identités. Je ne suis pas sûre que ça change le résultat, mais c'est ce qu'ils ont fait. Alors Second Life donc, et les univers virtuels, donc
pourquoi j'ai mis ça dans les réactions? Parce que je pense, et c'est peut-être le point que voulait soulever Kyle Michael Schmuck tout à l'heure dans son intervention où il était invisible, c'est que finalement, mon expérience et l'expérience que ça fait quand même 6 ans aujourd'hui que je monte des groupes de travail dans les univers virtuels, et c'est quelque chose d'assez clair. À partir du moment où, c'est peut-être les 2 ans dont parlait Yann tout à l'heure, mais à partir du moment où il y a une incarnation dans le réel de l'avatar, c'est-à-dire une incarnation dans l'avatar, et qu'on est dans un univers miroir, les réactions qui se développent sont à peu près du même niveau que celles qui se développent dans la vie réelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je danse avec un avatar, si mon avatar danse avec un avatar, et que j'ai une conversation un peu intime avec lui en chat public, automatiquement, il y a quelqu'un qui va me dire, dis donc, je t'entends, j'ai pas envie d'entendre ces choses-là, est-ce que tu peux lui dire en IM, en secret, hein? Concrètement, ça veut dire que euh, le monde réel qui m'entoure me ramène à des réflexes et à un instinct qui est réel. Et c'est peut-être ça qui fait la différence dans un univers virtuel par rapport à une plateforme comme Facebook, c'est que le contexte du réel, là, le contexte du réel alimente le système de défense. Alors, je vais terminer par cette petite slide en fait d'un tweetos qui dit si vous ne payez pas un produit, vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit qui est en train d'être vendu. Donc je crois que aussi dans toute la logique qu'on développe, ou enfin, l'analyse de l'identité numérique, il faut aussi prendre en compte un paramètre qui est important, qui est le fait qu'on accède à des services de façon gratuite. Et pour beaucoup d'utilisateurs, du coup, cette démarche, en fait, crée quelque chose de complice avec le service, hein. Il n'y a qu'à voir l'affectif dans les conversations sur Google, alors je ne suis pas dans la communauté Microsoft, mais j'imagine que chez Microsoft c'est la même chose, etc. Alors Microsoft gratuit, hein, pas payant. Sur les produits gratuits, je pense qu'il y a quelque chose à voir qui est de l'ordre de l'affectif, c'est-à-dire ce produit m'a rendu service, prenons Picasa, hein, qui est le Photoshop gratuit, dans le même genre de produit. Évidemment, il y a un affectif qui se crée du fait de ma reconnaissance aussi. Et donc, comment cette question interfère-t-elle avec le travail de défense que je fais, le travail critique que je peux faire par rapport au produit? Voilà, donc je vais terminer. J'espère que je suis dans les temps. Et je vous laisse poser des questions ou on peut partager une dernière discussion. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver.